Bonjour à vous. Il est midi, donc on va commencer notre séance d'aujourd'hui. Je m'appelle Olivier de Zutter, je suis professeur à la faculté d'éducation de l'Université de Sherbrooke. J'ai le privilège aussi de diriger le collectif de recherche sur la continuité des apprentissages en lecture, en écriture, un regroupement de chercheurs reconnu comme équipe de recherche en fonctionnement par les fonds de recherche du Québec. Donc merci au gouvernement via les fonds de recherche de nous soutenir dans le développement de nos activités. Et parmi ces activités figurent des séries de conférences avec la possibilité surtout aussi pour les collègues en début de carrière qui nous rejoignent dans notre regroupement aussi de profiter de ces conférences pour partager leurs travaux et se faire connaître à la communauté à la fois des praticiens et des chercheurs. C'est le cas aujourd'hui avec donc la conférence qui sera assumée par Stéphanie Saint-Onge. Stéphanie, qui est nouvelle membre de notre collectif, est actuellement donc professeure de didactique du français et de la littérature à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Elle travaille en particulier dans la formation des enseignants du secondaire. Elle s'intéresse aux questions de lecture, d'écriture et en particulier de la lecture des œuvres littéraires. Elle va nous présenter ce qui résulte aussi essentiellement, je crois, de ses travaux de doctorat qui portait donc sur une expérience auprès d'élèves de cinquième secondaire autour des questions de comment un élève peut rendre compte de sa lecture d'une œuvre littéraire à travers un travail d'écriture, ce qu'on appelle les écritures de la réception. Stéphanie nous partageait aussi la bonne nouvelle que récemment, elle a reçu une belle subvention du ministère de la Culture pour disséminer, là, du côté maintenant de l'Abitibi, un programme qui avait été initié à Sherbrooke par notre collègue Martin Lépine, le programme des passeurs culturels. Donc, et à ce moment-là, Martin apparaît, c'est Ben arrangé oui, avec le gars des vues. j'entendais des voix, Olivier. Désolé pour le petit retard, là, j'étais pris dans une autre rencontre. Mais bonjour Olivier, bonjour tout le monde, bonjour Stéphanie. Bonjour. Donc, on est ravis de savoir que maintenant, dans plusieurs universités, c'est le cas à Trois-Rivières, c'est le cas à Sherbrooke, c'est le cas à Laval, c'est le cas en Outaouais aussi. Il y a maintenant une réflexion et des collègues très engagés sur le fait de voir comment davantage offrir à nos étudiants en formation initiale, futurs enseignantes et enseignantes, l'occasion de vivre des expériences culturelles significatives et d'être en contact avec les créatrices et les créateurs. Donc, c'est formidable et on encourage Stéphanie dans la mise en place de ce beau nouveau projet en Abitibi. Donc, sans plus tarder, je vais lui laisser la parole, un modèle qui est un peu habituel, une prise de parole à peu près de 30 minutes et puis une période d'échange de 15 minutes. On vous encourage peut-être pendant la présentation de Stéphanie, quand c'est possible pour vous, même si vous êtes occupé, de manger votre soupe ou de grignoter votre sandwich, n'hésitez pas quand même à ouvrir votre caméra. C'est parfois plus agréable pour la personne qui présente de savoir qu'elle ne s'adresse pas qu'à des images fixes là. Donc, n'hésitez pas à ouvrir vos caméras. Et pour le reste, donc, merci à Stéphanie. Et puis, on aura vraiment un temps d'échange libre là dans une trentaine de minutes. Merci beaucoup pour cette présentation, Olivier, puis merci beaucoup de l'invitation et merci aux personnes qui sont présentes aussi. Donc, je vais partager mon écran sans plus attendre. Est-ce que vous voyez bien le diaporama? Oui, c'est Oui? parfait. Parfait, d'accord. Alors, comme le titre le présente, j'ai étudié l'expérience esthétique et j'ai cherché à étudier sa variation dans diverses écritures de la réception. Donc, pour cette présentation, je vais commencer par une définition première de qu'est-ce que l'expérience esthétique pour qu'on puisse quand même comprendre de quoi on parle, pour ensuite présenter des éléments de problématisation de l'expérience esthétique en didactique de la littérature. Ensuite, je vais y arriver avec les objectifs de recherche. Je vais ensuite faire une proposition de définition de l'expérience esthétique vraiment dans le domaine de la didactique de la littérature, pour ensuite présenter des éléments de méthodologie et finalement, enfin, quelques résultats et quelques éléments de discussion. Alors, qu'est-ce que l'expérience esthétique? Eh bien, l'esthéticien Jean-Marie Schaeffer nous dit que
il y a deux mots en allemand pour définir le mot expérience. Il y a Erlebnis et Erfahrung. L'Erlebnis, il le définit comme l'expérience, comme vécu phénoménal subjectif. Et l'exemple qu'il donne, c'est l'expérience de plénitude que j'ai ressentie à ce moment-là fut extraordinaire. On pourrait penser, par exemple, à un moment où on va voir une pièce de théâtre et durant la pièce, on sent qu'on vit vraiment une expérience qui est hors du commun. Par exemple, on va vraiment vivre des émotions. Notre attention va vraiment être absorbée et on va vivre un plaisir ou un déplaisir. Donc là, on serait vraiment dans l'Erlebnis. L'Erfahrung, il le définit comme l'expérience, comme processus et cristallisation de nos interactions avec le monde. Et l'exemple qu'il donne, c'est ce livre contient l'expérience de toute une vie. Schaeffer, il dit « L'expérience esthétique, c'est l'Erlebnis, c'est pas l'Erfahrung ». Toutefois, lorsque j'ai lu Isère, il dit que l'œuvre fictionnelle rejette dans le passé les anciens points de vue transformés par les nouvelles connaissances, les nouveaux ressentis. Donc moi, je me suis dit, l'Erfahrung fait partie de l'expérience esthétique parce qu'elle est en quelque sorte l'autre versant de l'Erlebnis esthétique, elle est sa continuation, son prolongement. J'ai regardé un peu dans le domaine de la didactique qu'on pouvait voir, qu'est-ce qu'on pouvait lire sur l'expérience esthétique, et j'ai réalisé que les termes employés ne sont généralement pas exactement les mêmes que ceux de Schaeffer. Il y a plusieurs quand même chercheurs qui vont aborder majoritairement l'une ou l'autre des dimensions d'expérience, donc par exemple la dimension émotionnelle, attentionnelle ou hédonique. Et ces chercheurs s'inscrivent dans une approche de la lecture subjective, mais le nombre de travaux est très variable d'une dimension à l'autre et surtout aussi, on ne sait pas comment les dimensions peuvent s'articuler entre elles. Alors, les objectifs de ma recherche, c'était de décrire et d'analyser l'expérience esthétique telle qu'elle s'observe dans divers écrits de la réception d'élèves de 5e secondaire, donc des élèves de 7-17 ans. Plus spécifiquement, j'ai voulu décrire, analyser l'expérience esthétique telle qu'elle s'observe dans chaque forme d'écrit. Je vais revenir tout à l'heure sur les formes d'écrit. Puis ensuite, j'ai comparé et interprété les variations d'expérience esthétique d'une forme d'écrit à l'autre. Alors, j'en arriverai à une proposition de mission dans le domaine de la didactique de la littérature, mais avant, il faut savoir que pour définir l'Erlebnis, oui, je me suis appuyée sur les dimensions, les descriptions qu'en fait Schaeffer, ainsi que les valences, parce qu'on sait que les émotions peuvent être émotions, autant le plaisir ou même l'attention, des fois, ça peut être positif, neutre ou négatif. Je me suis également appuyée sur Gadamer parce que Gadamer apporte vraiment une belle contribution à la définition de ce qu'est l'Erlebnis. Par exemple, il va dire qu'il faut vraiment tenir compte des termes Das Erlebt pour comprendre que cette expérience a vraiment une permanence du contenu. Donc, c'est vraiment pas une expérience commune, quotidienne. Puis en fait, je me suis appuyée aussi sur des notions en didactique, évidemment. Donc, j'ai considéré les ressources subjectives comme étant transversales aux trois dimensions principales de l'Erlebnis. Pour l'Erfahrung, j'ai considéré bien sûr la définition de Schaeffer, qui concorde d'ailleurs avec celle de Gadamer et de Walter Benjamin. Gadamer, parce que, bon, c'est beau l'Erlebnis, mais comment concrètement on peut l'analyser dans des écrits d'élèves? Eh bien, je me suis appuyée sur son concept d'application, dont la nature du savoir, c'est la phronésis. Donc, c'est un savoir éthique, un savoir de soi. En fait, Gadamer explique que dans l'herméneutique traditionnelle, il y avait, oui, l'interprétation, la compréhension, mais il y avait aussi l'application et la relation intime entre la compréhension et l'interprétation a comme engendré le rejet de ce qu'est l'application. Donc, moi, je le considère. Et je me suis appuyée évidemment sur des notions aussi en didactique de la littérature. Donc, l'actualisation, par exemple, qui permet de voir des anachronismes qui seraient un indice d'application, c'est-à-dire que les élèves l'auraient ramené à eux, ils se seraient appropriés des éléments de l'œuvre. Je me suis appuyée aussi sur l'événement de lecture qui m'a permis de penser l'Erfahrung en deux volets, donc un volet rétrospectif où il y a un retour et un volet prospectif où il y a une projection. Et aussi également sur les modalités de la réflexivité de Sauvaire qui vraiment permet de penser justement ce retour.
parce qu'il y a un retour à ce moment-là sur ses pratiques langagières, un retour sur son interprétation, un retour sur l'interprétation d'autrui, etc. Alors, j'en arrive à une proposition de l'expérience esthétique. Donc, l'expérience esthétique en didactique de la littérature est comprise en deux temps. D'abord, comme un vécu phénoménal subjectif qui s'appuie sur les ressources subjectives de l'élève et qui sollicite fortement son attention et ses émotions, suscitant en lui un plaisir ou un déplaisir, qu'il soit de valence positive, neutre ou négative. Donc là, on est avec l'Erlebnis. Ensuite, comme le fruit d'une application qui comporte un volet rétrospectif dans lequel l'élève procède à un retour sur lui-même, sur une réalité nouvelle, sur ses pratiques langagières et sur ses propres interprétations ou sur celles d'autrui, et un volet prospectif dans lequel il se projette dans l'avenir grâce à cette nouvelle réalité, à cette nouvelle connaissance, à sa propre compréhension du monde, et aussi, même Gadamer en parle, des fois ça nous amène à un désir du bien, à un désir du vrai, quand on vit ce genre d'expérience. Donc l'Erfahrung demande une forme de réflexivité, et là, réflexivité, on le comprend vraiment tel que Sauer l'a défini en didactique de la littérature. Donc, il faut comprendre que l'expérience esthétique, tant l'Erlebnis que l'Erfahrung, dure dans le temps. La première représente un apport, un résultat, parce qu'elle apporte une nouvelle réalité à celui qui vit l'expérience. Et la seconde, l'Erlebnis, dure dans le temps aussi, puisque le sujet, qui demeure toujours ouvert à d'autres expériences, fait de son expérience partie intégrante de lui-même et que cette expérience, elle va muter, elle va se transformer au gré d'autres expériences, d'autres lectures. Donc, il y a en quelque sorte un prolongement des Erlebnissen, ici c'est Erlebnis au pluriel, dans l'Erfahrung. Donc, l'expérience esthétique peut aussi susciter le désir du bien, le désir du vrai, la personne étant habitée par cet état grâce à son expérience. Alors, voilà pour ce qui est de l'expérience esthétique, comment elle est comprise dans le cadre de cette recherche. Maintenant, quelques éléments de méthodologie. Eh bien, j'ai procédé selon les méthodes d'analyse de contenu et de discours. J'ai commencé à dégager mes catégories de code à partir de points de repère théoriques généraux pour soutenir la classification des données. J'ai ensuite affiné mes catégories en étudiant les discours des participants et ensuite j'ai codé mes données dans le logiciel d'analyse qualitative NVivo qui favorise le système de classement. En fait, il faut bien comprendre que en contexte scolaire, l'expérience esthétique va devenir accessible uniquement lorsqu'elle est exprimée, lorsqu'elle est verbalisée, et son expression participe en retour à enrichir l'expérience esthétique. Donc, on l'exprime, donc ça participe. En fait, le contexte scolaire, à ce moment-là, on peut vraiment considérer qu'il prend tout son sens parce que l'élève peut entrer dans un partage qui lui permet de reconfigurer son expérience. On ne recueille pas l'expérience telle qu'elle a été vécue, mais telle que l'élève est capable de la verbaliser, de la reconfigurer finalement. Donc, l'expression et la participation à des activités intersubjectives aussi font également partie de l'expérience en contexte scolaire. En résumé, pour les données collectées, les élèves ont produit essentiellement 8 écrits, dont des écrits réflexifs, des écrits hypertextuels et des écrits métatextuels. Je reviens sur les définitions de chacune des formes. Au total, sur les 26 élèves participants, il y en a 21 qui ont produit tous les écrits, c'est-à-dire qu'il y en a 5 qui n'ont pas rempli un des écrits de la séquence, ce qui donne un total de 201 écrits. Bon, les écritures de la réception, qu'est-ce que c'est? Je parlais des formes, donc je les ai divisées justement en 3 formes. Il y a l'écriture réflexive. Dans le domaine de la didactique, elle est définie comme l'écriture pour penser, apprendre et se construire. Donc, ça fait justement référence aussi aux modalités de la réflexivité. Tout à l'heure, quand je disais qu'on revient sur son interprétation, on revient sur ses pratiques langagières, etc. Il y a l'écriture hypertextuelle ou l'écriture d'invention. Bref, c'est des écritures de création. Donc, c'est des écritures qui sont considérées comme des écritures à partir d'un autre texte. On pourrait penser, par exemple, à une parodie, à un pastiche. Et les écritures métatextuelles, ce sont des écrits sur un autre écrit. Donc, on peut penser, par exemple, à des analyses littéraires, à des dissertations, etc. Les 201 écrits des élèves sont en lien avec le parfum de Patrick Süskind et les élèves aussi avaient à visionner l'adaptation cinématographique.
Les élèves étaient en 5e secondaire, donc en dernière année d'études obligatoires, et la classe était particulière parce que les élèves faisaient partie du programme d'éducation internationale, donc le PEI. Alors, les exigences sont plus élevées dans ce programme-là que dans les classes dites régulières. Et l'enseignante participante, elle avait plus d'une vingtaine d'années d'expérience, puis elle avait l'habitude d'avoir à sa charge des étudiants qui sont inscrits au PEI. Et là, j'ai mis ici un tableau dans lequel on voit vraiment tous les 8 écrits qui ont été produits dans l'ordre. Alors, on voit l'écrit 1, c'est un écrit d'invention sur les notations sensorielles. Donc, avant même que les élèves commencent à lire le roman, on leur avait demandé d'écrire un texte dans lequel le personnage déambulait dans un endroit et c'est pour ça c'est sur les notations sensorielles. Donc, vraiment, ils devaient faire ressortir les sens. Ensuite, il commençait la lecture du roman. Et là, la lecture du roman était divisée en 3 parties parce que l'enseignante considérait que c'est une lecture quand même assez complexe. Donc, la première partie du cahier reposait vraiment sur la langue et le style de l'auteur. Donc, les élèves, ils lisaient la première partie et puis ils devaient remplir le cahier. Entre-temps, ils écrivaient un premier écrit de réaction. Ils devaient choisir une scène dans laquelle ils réagissaient à la scène. Ensuite, il continuait la lecture, donc le cahier aussi qui portait cette fois-ci plus sur le personnage, donc ses descriptions physiques, psychologiques. Entre-temps, il écrivait un premier écrit réflexif où il devait revenir sur leur compréhension première de l'œuvre. Ensuite, il terminait la lecture, donc le cahier qui portait sur finalement l'accomplissement du personnage, donc la réussite de son objectif. Ensuite, les élèves devaient choisir une scène, en fait un passage d'un roman qu'ils allaient adapter au cinéma. Donc la scène qu'ils voulaient, on leur donnait le vocabulaire nécessaire pour s'exprimer, pour parler des plans, etc. Donc ça, c'était un écrit de création. Entre-temps, ils revenaient sur leur premier écrit de création, donc leur écrit d'invention sur les notations sensorielles, maintenant qu'ils avaient lu l'œuvre, qu'ils avaient vu justement une œuvre où ce que les sens sont très importants. Donc, ils devaient reprendre, réécrire complètement leur texte. Et ensuite, on terminait avec les 2 derniers écrits. Donc, l'écriture s'est chevauchée en raison de la manière dont l'enseignante a donné les consignes. Donc, ils ont commencé à remplir la première partie de l'écrit réflexif. Entre-temps, ils ont écrit leur analyse littéraire qui s'apparente beaucoup à un commentaire explicatif. Et ce dernier écrit c'était l'écrit qui était évalué par l'enseignante. Donc, c'était le seul écrit d'ailleurs qui avait vraiment à faire tapuscrit parce que les autres écrits étaient tous faits manuscrits puis étaient rassemblés ensemble dans le cahier. Alors voilà. Maintenant, je vous présente enfin quelques résultats. Je prends une petite gorgée. Alors, un exemple de la dimension émotionnelle de l'expérience comme ergoniste. Eh bien, là, je vous ai mis 2 exemples. Donc, il y en a un qui c'est extrait d'un écrit de réaction. Donc, c'est vraiment un des premiers écrits où ce qui devait justement réagir à l'œuvre. Puis ensuite, une autre, en fait, c'est l'écrit final. Donc, on comprend qu'entre-temps, il y a beaucoup de temps qui s'est passé. Alors, l'écrit de réaction. François dit « Ce passage m'a particulièrement choqué, car c'est rare que l'on voit quelqu'un faire cela à une inconnue, surtout lorsqu'elle est morte. J'ai été choquée, étonnée et dégoûtée par son geste. » Donc ici, l'élève est en train d'exprimer ses émotions par rapport au fait que le personnage a tué une jeune fille pour son odeur, puis tandis qu'elle est morte, il continue de respirer son odeur parce qu'il veut vraiment s'en imprégner. Donc, l'élève ici, il réagit, il est choqué, il est étonné, il est dégoûté. Et là, un autre exemple, ici dans l'écrit analytique, Charline, elle dit, là, elle compare en fait l'œuvre romanesque et l'adaptation cinématographique. Elle dit, la banalité de ce film m'a laissé sur ma faim. Ayant aimé le livre, j'avais hâte de voir le film et j'ai été royalement déçue. Ce qui m'a le plus laissé pantoise est la coupure du bout avec le marquis de la Taillade Espinasse. Donc là, ici, je vous mets ces 2 exemples-là parce qu'en fait, à travers mes analyses, j'ai pu observer, entre autres, que les émotions dans l'appréciation critique, comme dans le 2e extrait, bien, sont le résultat, en fait, d'actes attentionnels et de jugements de valeur ici, contrairement à la formulation d'une réaction, comme dans le premier cas, où on voit que l'attention est plutôt dirigée par les émotions et finalement un jugement de goût aussi. Donc, ces résultats, bien, ils permettent de mieux penser l'émotion dans le jugement esthétique
et en quelque sorte de réaffirmer l'interaction inhérente vraiment entre la dimension émotionnelle et attentionnelle. Un exemple maintenant avec la dimension attentionnelle. Une des observations que j'ai faites concernant la dimension attentionnelle, c'est que les élèves, dans les écrits réflexifs surtout, mentionnent la part de l'écriture sur leur capacité réflexive et sur leur compréhension du roman. Souvent, ils vont exprimer que leur attention a été stimulée par la lecture, l'écriture ou même parfois par les deux, et ils vont dire aussi qu'elle est en lien avec leur compréhension et leur interprétation. Par exemple, dans l'extrait que je vais vous lire, l'élève fait référence à son attention de deux manières. Il écrit « Écrire m'a beaucoup aidé à comprendre le roman, principalement lorsque je devais remplir le cahier de lecture. J'ai trouvé que le deuxième écrit réflexif sur la compréhension de Grenouille était le plus difficile, puisque c'est un personnage mystérieux qui ne dévoile pas ses émotions au public. Alors, il fallait regarder ses moindres faits et gestes pour comprendre ses intentions. Comme mentionné précédemment, le remplissage du cahier de lecture m'a le plus aidé. En effet, cela m'a obligé à rester attentif aux moindres détails de l'histoire pour pouvoir bien répondre aux questions. » Donc, l'élève ici commence par expliquer que la rédaction de l'écrit réflexif 2 fut plus difficile pour lui en raison de la complexité du protagoniste. Et ensuite, il explique ce qu'il a fait. Donc, il a vraiment examiné l'ensemble des actes et des conduites du personnage afin de comprendre ses intentions. Ensuite, il nomme l'aide que lui a apporté l'écriture du cahier quand il dit « rester attentif aux moindres détails de l'histoire ». L'élève, on peut voir finalement qu'il associe sa pratique d'écriture à son attention. Donc, sa capacité d'attention lui a donc permis de mieux comprendre le personnage et aussi finalement de répondre aux consignes avec succès parce qu'il a bel et bien réussi. Donc, dans ce cas-ci, comme dans 15 autres cas aussi de valence positive, parce qu'ici, l'attention est reliée à quelque chose de positif, finalement, l'activité d'écriture selon vraiment les mots des élèves a permis de diriger ou de conserver leur attention sur le personnage et la tâche et par le fait même de les aider à mieux appréhender le personnage. La dimension hédonique maintenant, plaisir des plaisirs. Mais avec cette dimension-là, je me suis rendu compte que j'arrivais à mieux observer ou interpréter l'articulation des dimensions à partir de l'expérience hédonique exprimée par les élèves. Donc, la dimension hédonique varie vraiment d'un élève à l'autre, mais l'extrait avec cet élève ici, c'est un bon exemple pour comprendre le plaisir où finalement se mêlent les émotions. Donc, Axel, il écrit « Grenouille est un personnage très intéressant pour bon nombre de raisons, dont son côté absolument monstrueux et très antipathique, qui nous aspire pourtant à être attachés, voire touchés par sa personnalité qui peut se rapporter par moments à celle d'une victime. » Donc ici, l'élève, en disant que Grenouille est intéressant, ben, il exprime le plaisir qu'il a ressenti à l'égard du protagoniste qui est, disons-le, assez hors du commun et contradictoire. Donc, l'élève, il mentionne son émoi en prétendant être touché par la personnalité du protagoniste et il nomme aussi le sentiment qu'il produit en lui, qui est l'attachement ici, et il nomme les éléments qui sont associés à ses émotions et ses sentiments. Donc, il va parler de la personnalité, le fait que ce personnage-là puisse être perçu aussi comme une victime. Il va nommer aussi ses caractéristiques qui le rendent finalement antipathique et monstrueux. Donc, on voit que la présence de la dimension hédonique est reliée à la dimension émotionnelle. On peut aussi interpréter l'attention, et là, c'est sûr, je n'ai pas pu revenir dans les détails, mais parmi les types d'attention, citons, entre autres, va dire que l'attention individuante, mais on peut interpréter cette attention-là de l'élève par la compétence appréciative ici, parce que l'élève formule une appréciation du personnage en nommant les caractéristiques de ce personnage qui contribue fortement finalement à la valeur esthétique du roman et ses émotions à son égard aussi pour justifier son plaisir. Donc, on peut penser que l'articulation des dimensions s'est opérée ici, non pas par les émotions qui auraient contribué à la sélection et qu'ainsi l'attention se serait dirigée sur les éléments présentés dans l'écrit, comme c'est le cas dans la réaction, mais ici, c'est vraiment grâce aux émotions qui sont le résultat d'un jugement de valeur et non d'un jugement de goût et d'acte attentionnel.
Maintenant, pour l'Erfahrung, eh bien, parmi les consignes qui m'ont permis de recueillir le savoir de soi, il y avait celle où on demandait aux élèves de dire si le roman leur avait appris quelque chose sur le monde. Donc ici, dans sa réponse, l'élève, elle évoque le protagoniste de l'œuvre littéraire et l'adaptation cinématographique du roman aussi. Elle dit, pour finir, ces œuvres m'ont fait re-questionner ma vision des gens refermés sur eux-mêmes, parfois même très désagréables. Elles m'ont permis de comprendre que certains d'entre eux veulent seulement être acceptés et non rejetés. J'ai eu pitié pour Grenouille et j'ai été en colère contre les autres qui ne voyaient pas son seul but, être aimé. J'ai appris que parfois, c'est l'injustice de la vie transforme une personne en monstre. Donc ici, on voit que Lucie ramène le personnage de fiction à des gens qu'elle pourrait côtoyer dans la réalité, comme lorsqu'il écrit « gens refermés sur eux-mêmes », et qui peuvent présenter certaines caractéristiques de Grenouille, comme lorsqu'elle dit « désagréables, veulent seulement être acceptés ». Donc, de cette façon-là, on peut dire qu'elle démontre de l'empathie pour le personnage qu'on pourrait quand même qualifier de monstre. Mais elle va quand même élargir cette empathie à l'humain en général. Donc, et ensuite, elle va nommer des changements dans sa compréhension du monde grâce à ses réflexions. Elle va dire « j'ai appris que ». Donc, elle affirme une réalité nouvelle pour elle, une vérité pour elle-même finalement. Un autre exemple ici, dans cet extrait, Charline, elle ramène sa compréhension du protagoniste à une compréhension plus générale aussi sur autrui. Donc, elle exprime le savoir qui lui a permis d'acquérir sa lecture, qui fait foi d'une nouvelle compréhension de l'humain. Elle écrit « Le roman m'a appris que le monde qui nous entoure est encore plus superficiel que je le croyais. Dans le livre, Grenouille est rejeté à cause de son manque d'odeur, mais dans notre monde, des gens sont rejetés exactement comme il l'a été, seulement à cause de handicap ou d'une malformation. Cela m'a fait ouvrir les yeux sur les conséquences à long terme d'un manque d'amour durant l'enfance. » Donc, c'est quand même vraiment intéressant de voir justement l'évolution aussi dans sa compréhension de l'humain. Donc, elle compare le personnage de fiction à des personnes finalement qu'elle pourrait côtoyer dans la réalité. Donc, elle met en relation des contextes fictionnels et réels, c'est-à-dire qu'elle ramène, comme le font d'ailleurs la majorité des élèves, une situation du roman à un contexte qu'on pourrait dire plus éthique et surtout possible dans sa propre réalité. On demandait aussi aux élèves d'interpréter la fin du roman. Donc, à la fin du roman, le personnage verse son parfum ultime qui a mis du temps à créer, qui lui a amené à tuer beaucoup de jeunes filles, et il se fait dévorer. Donc ici, dans cet exemple, l'élève démontre qu'elle comprend que l'expérience de vie de Grenouille peut avoir nourri ses motivations. Elle écrit « La fin du roman est assez troublante et nous pouvons l'interpréter de plusieurs façons. Au début du roman, il semble détester tout le monde autour de lui et vouloir être seul. Il se dit même haïr profondément les hommes, mais plus tard, dans le récit, Grenouille comprend tristement qu'il n'a pas d'odeur à lui et que c'est pour cela qu'il ne peut pas être aimé. Je crois que c'est cette découverte qui motive également toute sa quête pour le meilleur parfum et qui l'amène à tuer toutes les jeunes filles. À la fin du roman, il a un si grand besoin d'être désiré qu'il est prêt à mourir pour ces quelques minutes de satisfaction. À mon avis, ce qui justifie le choix de Grenouille, c'est l'accumulation de toute la solitude qu'il garde en lui depuis toute sa vie, qu'il n'est plus capable de tolérer. Donc ici, dans son interprétation, Florence, on peut dire qu'elle opérationnalise en quelque sorte le savoir de soi, qui apparaît ici comme un agir moral, un agir humain qu'elle applique en quelque sorte à elle-même. Donc l'idée d'une éthique de l'action humaine transparaît ici dans son interprétation. C'est donc dans une explication des actions du protagoniste qu'on voit un autre exemple de comment peut se traduire l'Erfahrung, plus précisément le savoir de soi, dans les écrits des élèves. Alors maintenant, pour ce qui est plus précisément des écrits de la réception, eh bien, si on pense aux écrits réflexifs, ce que j'ai observé, c'est que les élèves sont vraiment capables de se positionner en humain, capables de se raconter et de se reconnaître, de dire le monde, comment ils le perçoivent. Les écrits réflexifs ont permis aux élèves de
prendre conscience vraiment de leur propre subjectivité parce qu'ils sont vraiment capables de revenir sur eux-mêmes et sur aussi autrui, sur l'apport de la lecture aussi. Et tout ça, ben, je pense que ça peut quand même avoir aussi des effets assez transformateurs sur eux. Et ben, finalement, dans ces écrits-là aussi, on voit que les élèves, donc les lecteurs-scripteurs, ben, ils peuvent réfléchir sur eux-mêmes dans toutes leurs dimensions. Donc, je pense que l'écriture réflexive apparaît comme un outil assez intéressant de transformation, encore plus si elle s'inscrit dans une séquence didactique qui entrecroise diverses formes d'écriture. Pour les écrits métatextuels, ben, ils peuvent se comprendre comme des écrits qui servent à la pensée en construction, au travail intellectuel en façonnement, au travail de reconfiguration. Et là, ils sont très riches. Donc, je ne vais pas tout nommer ce que j'ai mis ici dans la diapo, mais ils sont très riches en réflexion sur l'humain, en émotions, en mention du plaisir, des plaisirs, en ressources subjectives. Bref, il y a beaucoup, beaucoup de choses. C'est très, très riche. Je dirais même plus précisément, c'est l'écrit analytique, non l'écrit final, qui m'apparaît comme, en quelque sorte, quand même un écrit hybride, puisque cet écrit-là laisse une place à la mise à distance de l'interprétation, parce qu'on observe quand même des marques subjectives comme selon moi, les élèves vont dire selon moi, donc ils ont conscience de leur propre subjectivité, ou encore aussi, c'est quand même un écrit qui laisse place à des jugements de goût, donc à la compétence en réaction, où les élèves peuvent exprimer leurs émotions. Donc, l'écrit analytique, mais finalement, il me semble être quand même le témoin de lecture personnelle, investie, réflexive et aussi, en ce sens, des lectures créatives. Pour ce qui est des écrits hypertextuels, donc les écrits d'invention, de création, ben, j'ai observé qu'ils contribuent quand même à l'expression de soi parce qu'ils participent aux reconfigurations, puisque le soi explore d'autres manières d'être, de voir, de penser et surtout aussi d'écrire. C'est sûr que j'ai pas eu l'occasion de présenter des exemples, mais on peut penser par exemple qu'une élève à un moment, son personnage, c'est un chien qui vient explorer son monde, mais on plonge vraiment dans le monde du chien où on est vraiment dans les notations sensorielles, tous les sens sont explorés. Donc, je pense vraiment que les élèves peuvent justement explorer d'autres manières d'être, de voir, de penser. Donc, les écritures hypertextuelles m'apparaissent vraiment comme des écrits, ce sont des écrits en fait où la poétique de l'écriture comme art de faire est centrale vraiment. Comme le dit Scrivenon un marin, la mobilisation des connaissances du monde et de la langue est quand même assez variée mais grande dans ces écrits. Et ces écrits, ben, ils peuvent être pensés finalement comme une écriture de la double transformation, au sens où il y a celle de l'écrit qui se transforme à partir d'un autre texte, donc l'hypotexte, mais il y a celle aussi du sujet lecteur qui écrit le nouveau texte qui se trouve transformé par sa propre pratique langagière, qui est l'écriture ici dans ce cas-ci. Donc, le sujet lecteur, ben, il se refigure autant dans la fiction que par l'écriture fictionnelle qui participe également à cette activité. En bref, je pense que les élèves, par cette exploration, par ce geste de création, eh bien, ils se donnent la possibilité d'explorer le monde différemment afin de le comprendre aussi autrement et ils se permettent aussi d'explorer leurs propres capacités et, si on peut le dire, de faire jaillir finalement ce que renferme leur monde intérieur. Bon. Qu'est-ce qu'il y en est vraiment de l'expérience esthétique? Ben, je pense que je ne pourrais jamais affirmer avec certitude que les élèves de ma recherche ont vécu ou non des expériences esthétiques vraiment au sens où Gadamer ou Schaeffer l'entendraient, mais je peux prétendre vraiment que les écrits de la réception permettent d'inférer plusieurs indices concordants que des élèves auraient vécu une expérience qu'on peut qualifier d'esthétique. Grâce, entre autres, à la didactisation qui introduit une médiation entre l'œuvre et les élèves, les écrits de la réception permettent d'accueillir l'expérience esthétique telle que les élèves sont parvenus à la formuler, à l'exprimer dans leurs écrits et contribuent également par cet acte qui est l'écriture à cette expérience de nature esthétique par des reconfigurations. En résumé, l'expression de l'expérience dans des écritures de la réception dans le cadre de ma recherche que demande le contexte scolaire, ben, il permet d'observer ce qui serait généralement ce qui serait resté dans l'intériorité de celui qui vit l'expérience, finalement. Mais encore là se trouve justement l'importance de l'école dans la formation de l'individu qui doit fournir des efforts et du temps pour dépasser ce qui est déjà là. Donc,
sa culture première et comprendre de manière plus approfondie et plus consciente qui il est, ceux qu'il côtoie et aussi le monde dans lequel il vit. Donc, il y a vraiment une sorte de synergie que j'ai observée justement entre l'Erlebnis et l'Erfahrung. Plus les élèves s'engagent attentionnellement et émotionnellement dans la fiction, et ce de manière empathique, sensible, mais plus l'expérience comme Erlebnis est fertile et plus une expérience comme Erfahrung est possible. Donc, c'est en ce sens qu'il y a vraiment une synergie entre les deux. C'est-à-dire que les élèves reviennent sur leur vécu phénoménal qui implique leur attention, leurs émotions, leur déplaisir. Donc, les valences, peu importe qu'elles soient positives, neutres ou négatives. Mais en contrepartie, évidemment, lorsque l'expérience comme l'ergénisme est plus faible, on observe que les élèves s'impliquent peu ou pas, qu'ils ne mettent pas, qui se mettent pas dans la peau des personnages et qui demeurent finalement dans les faits en décrivant les événements. Ils vont finalement le volet rétrospectif de l'Erfahrung ne va pas s'observer. C'est-à-dire que les élèves ne vont pas adopter une attitude réflexive en cherchant à se distancer de leur compréhension, de leur interprétation. Donc, en résumé, plus les élèves s'engagent émotionnellement et attentionnellement, plus ils vont être réflexifs. Pour ce qui est des apports théoriques, là, je termine avec ça, il y en avait plusieurs. Donc, le fait de repenser les dimensions émotionnelles, attentionnelles et hédoniques de l'Erlebnis dans leur interaction entre elles et en regard du prolongement dans l'Erfahrung, dans le domaine de la didactique de la littérature, mais ça l'a permis de voir qu'il y a un continuum quand même qui les relie. Et ramener la troisième subtilitas dont parle Gadamer, qui est l'application, donc c'est une finesse de l'esprit, comme il le dit, de le ramener dans la compréhension et l'interprétation des œuvres, ça permet quand même aussi d'expliciter comment peut se traduire le Erfahrung dans la verbalisation des élèves, et ça permet de nommer et de mettre de l'avant aussi le savoir impliqué dans l'application, qui est le savoir de soi. Malgré tout, je pense qu'il y a des tensions quand même qui demeurent entre l'expérience esthétique telle qu'elle est définie par Gadamer et Schaeffer et celle qui peut vraiment se vivre finalement en contexte scolaire, parce que celle en contexte scolaire demande du temps et des efforts. Alors, je termine ainsi. Merci.